Alors aujourd'hui, on va commencer par un « Je vous salue Marie », mais non pas du tout, ce n'est pas Marie que je salue, mais bien vous. Et je vous dis bonjour et bienvenue dans ce 101%. Aujourd'hui, une critique que tout le monde attend sans doute, c'est celle de Pixel Junk Shooter 2, le fameux Shoot 'em Up sur PSN. Et nous aurons ensuite mon souvenir, temps perdu, rétro and magic, mais tout de suite, je vous propose de regarder les news. The dead ain't gotta worry about this mess. Annoncé l'année dernière, Bastion se précise en termes de date de sortie. Dans ce jeu au style graphique assez original, vous devrez reconstruire un monde ravagé par un cataclysme et vos choix auront des conséquences sur le déroulement de l'histoire. Prévu pour cet été sur PC et Xbox 360, Bastion a l'air plutôt prometteur, en tout cas suffisamment pour qu'on s'y intéresse dans les mois qui viennent. Fragments of the old world. You bring them back. And together, we're gonna build something grand. And remember, you ain't in this alone. That's a promise. Depuis quelques mois, Sony est dans une tourmente judiciaire qui pourrait bien coûter cher à la firme japonaise. Tout commence par une banale violation de brevets supposés. Sony porte plainte contre LG concernant la téléphonie mobile, puis se fait attaquer quelques mois plus tard à propos du Blu-ray. Personne n'avait de raison de s'inquiéter. Les procès mutuels entre fabricants sont légion et bien souvent tout se résout à l'amiable avec généralement un gros chèque. Cela arrive même dans le milieu du jeu vidéo. Les fabricants de consoles se battent régulièrement, comme on a pu le constater par le passé avec Nintendo et sa croix directionnelle. Sauf que cette fois, ça a l'air plus grave. Début février, LG demande l'arrêt des importations de PS3 sur le territoire américain, le temps de résoudre l'affaire. Quelques jours plus tard, il demande la même chose pour l'Europe, décision cette fois-ci acceptée. Sachant que Sony importe près de 100 000 PS3 par semaine sur notre continent, un rapide calcul permet de savoir que ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle pour la compagnie japonaise. Et ce n'est pas encore fini. Aux Pays-Bas, la situation s'aggrave. Suite à une ordonnance, les autorités doivent saisir toutes les PS3 sur le territoire, en magasin ou en stockage. Sachant que c'est par ce pays que la majorité des PS3 arrivent chez nous, on a de quoi être vraiment inquiet. Les habitants payent également les pots cassés dans l'histoire, car les autorités hollandaises ont le droit de venir saisir leur propre PS3. Heureusement, LG n'a pas vu son autre demande exécutée, la destruction pure et simple des stocks de PS3. La situation est donc extrêmement tendue pour Sony, et de mémoire de gamer, on a rarement vu un cas similaire. Une console risque d'être interdite pour cause de violation de brevets. Heureusement, depuis quelques jours, la situation semble s'apaiser un peu. Le blocus a été levé et les consoles restituées à leurs fabricants. Mais l'histoire risque de ne pas en rester là et Sony est toujours sous la menace d'une amende de 120 millions de dollars. Bref, un feuilleton plein de twists et de cliffhangers qu'on ne manquera pas de suivre dans les mois qui viennent. Toujours prévu pour le lancement de la nouvelle portable de Nintendo en Europe, Super Monkey Ball 3DS nous est présenté dans cette nouvelle vidéo de gameplay. Au programme de cet épisode, la même recette utilisée depuis près de 10 ans par Sega. Des singes, des bananes, des boules et du challenge. Non, on ne parle pas de Donkey Kong, mais bien de Super Monkey Ball. Espérons seulement que le tout ne sente pas le réchauffer. Est-ce que le contrôle via le gyroscope sera renouvelé le gameplay? Le jeu ne sera-t-il pas trop simplifié pour coller au public de Nintendo? Réponse le 25 mars. Alors là, vous vous dites encore un qui va vous saouler à appeler sa mère. Eh bien non, pas du tout. En fait, comme je suis juste très égocentrique, je me permets de me re-regarder sur mon téléphone portable parce que maintenant No Life Online est disponible, c'est un peu passé inaperçu, sur tous vos devices mobiles, que ce soit iPad, Android ou iOS, donc iPhone. Et c'est super, donc c'est une super raison supplémentaire de vous abonner. Si vous l'avez pas déjà fait, et ceux qui l'ont fait, on vous remercie encore. Mais finalement, c'est pas le propos, je vais me regarder, moi je vous laisse regarder la critique, donc sur Pixel Junk Shooter 2. Q-Games est sans contexte le studio à suivre sur le PlayStation Network. Avec leur série Pixel Junk, ils ont passé en revue avec une certaine maestria les gameplays les plus divers de la plateforme au jeu de course rythmique en passant par le Tower Defense et le Puzzle Shoot. Pixel Junk Racers est ainsi sorti en 2007 sur PSN, suivi de Pixel Junk Monsters la même année, qui fera aussi l'objet d'une adaptation PSP, et de Pixel Junk Eden en 2008. Et c'est en 2009 que le premier Pixel Junk Shooter fit son apparition sur la plateforme de téléchargement PS3.
Cette petite merveille de gameplay doit beaucoup au talent du programmeur Omar Cornu, qui après avoir travaillé sur le jeu Soul Bubbles sur DS avec le studio Make & Sleep, partit rejoindre Q-Games au Japon. Spécialiste de la gestion des fluides, il apporta à Pixel Junk Shooter une dimension puzzle assez rare en faisant en sorte que des matières telles que le gaz, l'eau ou la lave deviennent des éléments de gameplay à part entière. À l'intérieur de son petit vaisseau, le joueur pouvait ainsi détruire des éléments du décor pour libérer de l'eau afin de solidifier la lave et ainsi jouer avec les matières de façon franchement jouissive. Doté d'un level design astucieux, faisant la part belle à la réflexion, à l'exploration et aux expérimentations les plus diverses, surtout à 2 joueurs en mode coop, le premier jeu se terminait sur un cliffhanger qui ne laissait que peu de doute sur le développement d'une suite. Contrairement à la plupart des shoots, l'idée ici n'est pas de tout détruire mais de parvenir à survivre au piège géologique d'une planète hostile tout en parvenant à secourir des mineurs bloqués dans des grottes instables. À bord de leur vaisseau, jusqu'à 2 joueurs pourront s'entraider afin de récupérer à l'aide d'un grappin les survivants en prenant garde de ne pas les tuer par maladresse. Car les réactions en chaîne sont souvent mortelles dans les Pixel Junk Shooters. Et les dangers imprévisibles, comme cette gigantesque bestiole qui avala toute la colonie minière ainsi que les 2 joueurs à la fin du premier jeu. Pixel Junk Shooter 2 débute ainsi dans l'estomac de la bête, avec ce que cela suppose de suc gastrique et de parois intestinales aménagées. Si vous avez joué au premier Pixel Junk Shooter, vous avez un avantage. Déjà, vous maîtrisez les principales mécaniques du jeu. Ensuite, ce nouveau volet est une suite directe, ce qui sous-entend qu'il n'y a pas de tutoriel et que le niveau de difficulté est relativement élevé dès le premier niveau. Le vaisseau se dirige toujours avec le stick gauche, la visée s'effectuant avec le stick droit. Et si vous maintenez les 2 sticks dans une même direction, vous gagnez en vitesse. La gâchette gauche sert à envoyer le grappin qui permet de récupérer les survivants, mais aussi divers bonus, sans oublier des interactions souvent subtiles avec l'environnement et les ennemis, voire son partenaire. La gâchette droite permet de shooter, et si vous la maintenez enfoncée, vous enverrez des salves de missiles qui conduiront votre vaisseau à surchauffer. Il faudra donc bien doser vos tirs, ou vous assurer la proximité d'une poche d'eau qui permet de refroidir immédiatement votre appareil lorsque vous plongez dedans. Les munitions sont infinies, tout comme vos vies. À 2, si l'un des joueurs meurt, un compte à rebours apparaît pour indiquer le temps de respawn du joueur décédé. Et si les 2 joueurs meurent, vous devrez recommencer la section en cours, un niveau étant composé de 3 à 4 sections environ. En revanche, si vous perdez 5 mineurs, il faudra recommencer le niveau en entier. Chacun comprend un certain nombre de mineurs à sauver, ainsi que des diamants à récolter, et un scientifique à trouver. Pour finir un niveau à 100%, il faudra donc faire preuve d'un excellent sens de l'observation et explorer à fond chaque section pour aller déterrer des diamants planqués dans des passages secrets, sous des mottes de terre ou enfouis dans des poches de lave à solidifier. On pourra toujours solidifier la lave à l'aide de l'eau, faire fondre la glace à l'aide de la lave et jouer avec de nombreux autres fluides comme l'acide, le plomb liquide ou encore l'obscurité. L'ingéniosité du level design laisse pantois et il n'est pas rare de découvrir de nouvelles possibilités et de nouvelles mécaniques de jeu en rejoignant certains niveaux. Il sera toujours possible de modifier son appareil dans certaines sections pour qu'il crache de l'eau, résiste à la lave pour se désintégrer dans l'eau ou se transforme en une espèce de Pac-Man mécanique. Dans ces sections, le clin d'œil à Boulder Dash est évident et le jeu regorge littéralement de petites références comme ce boss qui nous assomme de boulettes comme dans un Dodonpachi avant de nous renvoyer à l'époque de Space Invaders. Outre la multitude de nouvelles idées proposées par la campagne solo du jeu, Q-Games a ajouté un mode duel en ligne. 2 options de jeu sont accessibles. Le mode combat de ligue, où votre adversaire est choisi au hasard, et le mode combat amical, où vous n'aurez à affronter que les membres de votre liste d'amis PSN. Ces parties se déroulent en plusieurs manches, et comme dans un jeu du chat et de la souris, vous devrez commencer par tenter de sauver un max de mineurs, tandis que votre adversaire essaiera de vous détruire avant d'inverser les rôles. Plusieurs petites subtilités sont à noter. D'abord, le prédateur ne peut voir son adversaire qu'à l'aide d'un radar à la portée limitée. Ensuite, il est possible d'équiper son vaisseau de plusieurs bonus que l'on choisit et que l'on peut acquérir via les dollars empochés à chaque victoire. Enfin, un système de paris permet de miser sur une partie pour maximiser ses gains. Complet, bien pensé et addictif, ce mode multi ne souffre en fait que d'un défaut, celui de n'être qu'online. Du coup, si vous n'avez pas d'amis PSN jouant Pixel Junk Shooter 2, il faudra parfois vous confronter à des joueurs suréquipés et surentraînés dans un mode ligue risquant fort de refroidir vos ardeurs. Merveilleux. Difficile de ne pas céder au trop-plein d'enthousiasme qui accompagne une partie de Pixel Junk Shooter 2, car si le premier volet avait déjà impressionné par son gameplay novateur, sa vision décalée du shoot et la qualité de son level design, cette suite regorge de nouvelles idées. On s'émerveille ainsi de niveau en niveau des trouvailles de Q-Games et il n'est pas rare de passer de longues minutes à jouer avec son environnement simplement pour le plaisir. Les contrôles sont parfaits et on ne saura trop vous conseiller de trouver un second joueur pour jouer en coop.
Déjà, parce que le jeu a clairement été pensé pour le coop, et ensuite, parce qu'il est amusant d'essayer de choper les bonus et les mineurs avant son partenaire. Mais la compétitivité inhérente au jeu coop, bien conçu, trouve désormais un exutoire rêvé avec l'apparition d'un mode duel en ligne. Seul regret, ce dernier n'est jouable qu'online, ce qui est bien sûr logique vu le gameplay Predator 3 proposé. On regrettera aussi, plus pour la forme que pour autre chose, que le coop ne soit pas également jouable en ligne. Côté réalisation, le jeu est magnifique. Il tourne en 1080p et en 60 images par seconde, sans le moindre ralentissement, la physique des fluides est toujours aussi spectaculaire, bref, Pixel Junk Shooter 2 est techniquement irréprochable. On appréciera également la qualité de sa bande-son électro réagissant aux actions du joueur et surtout la passion qui ressort de chaque niveau, peaufinée à l'extrême par des level designers inspirés. Encore trop méconnu, comme en témoigne la difficulté de trouver des joueurs dans le mode duel online, ce Pixel Junk Shooter 2 est définitivement une perle à télécharger. Bah écoute, on va faire un petit plateau bon souvenir, hein. Ok, elle est bonne. この一本に絞れっていう風に言われるんだったらタクティクスオーガです。あれは多分、シングルプレイ、ネットワークなしのシングルプレイでやったゲームの中で一番長時間やりました、あれは。はい。もうネタバレになるから言わないんですけど、死者の迷宮っていうのがありまして、一回始めると終わんないんですよ。ノンストップノンセーブで8時間かけて100回まで降りなきゃいけないんで、あれを僕は何回 ?5 回か6回確かね、やらないと全部のアイテムが手に入らないんですよ。はい。それを本当無我夢中でやったんで、タクティクスオーガは僕の中でね、相当時間を費やしたゲームだと思います。はい。それ以外を言うと、このね、ファイナルファンタジー11って言ってね、ネットワークゲームでアホみたいにやりましたけどね。はい。時間が1600時間経った時びっくりしましたからね。そんな感じです。はい。Ce que j'aime bien avec Alex, c'est qu'il fait toujours les mêmes blagues. Alors moi, je suis déjà un peu lassé, alors j'imagine même pas vous. Oh là là, comment ça faisait longtemps que j'avais pas été violent. Fait du bien, comme quoi même avec des audiences, rien ne change à nos lives. Sur ce, je vous propose de re-regarder Temps perdu. Et re-regardez non, regardez-les pour une première fois, ça suffira. Elle est pas bonne celle-là. Et voilà. Bonjour. Vous aimeriez tout faire pour les aider, vous aimeriez pouvoir donner et faire un geste, vous aussi. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. Mais alors donc que faire durant ces heures supplémentaires pour une fois utile? Bienvenue dans Temps perdu. Je vous l'avoue, non, je n'ai pas vu Tron Héritage. Du coup, ne comptez pas sur moi pour vous donner mon avis. Par contre, j'ai pu m'essayer à Light Speeder de Hyogo Games. Et je dois bien avouer que me faire une partie de Snake version 2011, ça a plutôt la classe. Pour les plus jeunes d'entre vous, je rappelle le principe, vous pilotez un petit bolide qui laisse derrière lui une traînée lumineuse et surtout solide. Le but est donc de forcer vos adversaires à aller gentiment se cracher et de rester ainsi le dernier survivant de l'arène. Voilà, c'est tout. C'est tout et c'est largement suffisant. C'est beau, bien speed, jouable à deux et vieux comme le monde vidéoludique, mais toujours aussi efficace. McCoy a un problème. Après avoir récupéré une pierre magique, il a été transformé en Cactus McCoy. 50% homme, 50% cactus, mais 100% piquant. Du coup, sa vie a suivi quelques petits ajustements. Fini les parcs d'attractions, fini le vélo, fini la vie de couple, et surtout fini les brochettes. Alors McCoy, il est très énervé, et il va taper sur des gens. Bon ok, j'ai pris quelques petites libertés avec le scénario, mais au final, cela donne à peu près la même chose. Il s'agit ici d'un beat'em all de toute beauté, avec des armes à récupérer, des adversaires idiots, des tonnes de trésors cachés et de missions annexes, bref, du bon, du très bon, même à essayer au plus vite. Congratulations,
Temps perdu est une émission qui parle de jeux vidéo, bien sûr. Donc forcément, j'essaie de trouver de jolies choses, fun et ludiques. Mais vous le savez, c'est aussi et surtout un programme qui vous propose de flinguer agréablement vos heures supplémentaires. Et pour ça, reconnaissons-le, on n'a pas forcément besoin de design qui tue, de concepts super novateurs et autres. Non, parfois il suffit d'améliorer un poil, un jeu connu de tout utilisateur de fenêtres un peu curieux, le démineur. Et c'est exactement ce qu'a fait Ojamaka Games avec Mamono Sweeper. Les mines ici sont remplacées par des monstres. Ces derniers ont des niveaux pouvant aller de 1 à 5. Et si votre niveau à vous est égal ou supérieur à une de ces bestioles, vous pouvez la vaincre, ce qui vous donnera de l'expérience et vous permettra donc à terme d'évoluer. Lorsque vous cliquez sur une case vide, celle-ci comporte un chiffre égal à la somme des monstres présents sur les cases adjacentes, et donc à vous de faire preuve de logique pour réussir à éradiquer ce vilain bestiaire dans le bon ordre, intelligent, addictif, chronophage à mort. Mamono Sweeper, c'est de la bombe. Dans le shmup, vous le savez, on tire et on évite des boulettes, mais ce qu'on oublie un peu trop souvent, c'est que le shmup, c'est aussi des upgrades à foison pour que vos adversaires aient plus de mal à éviter les vôtres de boulettes. Alors du coup, au bout d'un moment, ce ne sont plus les vagues ennemies qui remplissent l'écran, mais plutôt l'océan de missiles que vous avez réussi à accumuler à la force de votre souris et de vos nerfs d'acier. Et pour réussir à obtenir cette fantastique force de frappe, il aura fallu batailler pendant des heures, 4 dans mon cas, ce qui, avouez-le, est plutôt pas mal dans l'échelle du chronophagisme. Ce qui tombe plutôt bien, puisqu'il ne faudrait pas oublier que, pour gagner plus, jouez plus. Terminal Velocity, c'était un bon vieux jeu sur Windows 95, donc les vieux PC d'antan. Oh, ça devait être du Pentium 2. En même temps, Windows 95, ça a duré jusqu'en 2005. Non, je déconne. Bref, Rétro et Magique, ce sera donc là-dessus. Et puis c'est Julien Pirou ou Baguette, comme d'habitude. J'ai une vérification en direct de notre ami Alex. Est-ce que c'est validé ou est-ce que j'ai dit une grosse connerie? Ouais, c'est validé, elle est bonne. Oh putain. T'as eu la pression là. Bah, j'ai toujours la pression. Surtout que depuis que maintenant vous êtes tous des stars là, avec votre audience. Je sens que tu as envie que je continue pour faire le plateau de fin. Alors, ce qui va se passer, c'est que là, vous allez regarder Rétro et Magique et on va avoir la suite de la conversation tout de suite. En octobre 1994 par Mark Randall, un développeur ayant fait ses premières armes sur la série des Flight Simulator de Microsoft, le studio Terminal Reality fit ses débuts avec Terminal Velocity, un jeu d'action 3D qui connut 2 suites déguisées. Terminal Velocity se déroule en 2704. La civilisation terrienne s'est étendue dans le cosmos et la Terre a rejoint l'Arave, l'alliance des races aliens voyageant dans l'espace. Mais voilà qu'un beau jour, les autres membres de l'Alliance se retournent contre la Terre et lancent une attaque contre la planète bleue. Comme souvent dans les jeux vidéo, le joueur est le dernier rempart entre l'humanité et le génocide. À bord de son chasseur dernier cri, le TV-202, il va devoir défendre la Terre, détruire l'armada ennemie et découvrir les raisons de cette guerre aussi meurtrière que brutale. Le joueur pilote son super chasseur dans de vastes environnements en 3D temps réel. Le gameplay du jeu ne revendique aucun réalisme. Le TV-202 n'a pas d'inertie, il peut donc voler à faible vitesse ou changer de direction à la volée. Le joueur a d'ailleurs un contrôle total sur la vitesse et la direction du vaisseau, ce qui rapproche le jeu d'une sorte de FPS. Le joueur pourra ramasser de nouvelles armes en cours de mission, ainsi que des recharges pour son système de post-combustion qui permet de brèves poussées de vitesse, idéal pour se mettre hors de portée de l'ennemi. Le vaisseau embarque aussi un bouclier. En plus de ces décors à ciel ouvert, Terminal Velocity permet aux joueurs d'entrer dans des tunnels afin d'effectuer des missions en intérieur. La transition entre intérieur et extérieur était quasiment invisible, donnant aux joueurs l'impression d'explorer un univers d'un seul tenant. Les phases en intérieur évoquent Descent, et il est indéniable que le jeu de Parallax Software a eu une grosse influence sur les développeurs de Terminal Reality. Il suffit de voir le titre du jeu. Terminal Velocity, vitesse terminale, un terme souvent employé pour désigner un corps en chute libre. Qui dit chute dit descente. Il serait toutefois dommage de ne voir en Terminal Velocity qu'un simple clone de Descent, le jeu de Mark Randall ayant des qualités propres, à commencer par ses mondes ouverts qui offrent une atmosphère bien différente des dédales labyrinthiques de Descent.
1995, Microsoft sort en grande pompe Windows 95, son nouveau système d'exploitation. Le jeu vidéo est l'un des principaux arguments de vente de l'OS. Pour démontrer la puissance des jeux tournant sous Windows 95, Microsoft a donc besoin de jeux techniquement spectaculaires. Mark Randall étant un ancien de la maison, Microsoft et Terminal Reality ne tardent pas à entrer en contact et à parler business. Microsoft a été impressionné par Terminal Velocity et ils veulent un nouveau jeu au plus vite similaire sans être exactement le même. C'est ainsi que naît Fury 3. Fury 3 n'a pas de lien officiel avec Terminal Velocity, mais il suffit de le regarder tourner 2 secondes pour voir qu'il s'agit plus ou moins du même jeu. Certes, les niveaux sont un peu différents, même si on reconnaît certaines textures au premier coup d'œil, et les ennemis sont cette fois-ci les Baillons, des mutants génétiquement conditionnés pour éradiquer toute vie dans l'univers. L'histoire ne précise pas si leur phrase fétiche est « Exterminate ». Évidemment, c'est aux joueurs de prendre d'assaut le secteur Fury où se trouve le quartier général des Baillons. Si Fury 3 ne présente pas de grand intérêt pour les joueurs de Terminal Velocity, il n'avait pas spécialement de défaut à part la qualité de sa musique qui est en deçà de celle du jeu original, pas terrible pour un OS tentant de vendre ses qualités multimédia. Fury 3 restait toutefois un bon petit jeu qui a, à coup sûr, fait le bonheur de nombreux possesseurs de Windows 95, ou du moins la démo du jeu parfois incluse avec le système d'exploitation. Satisfait du succès rencontré par Fury 3, Microsoft commande immédiatement à Terminal Reality une suite, ce sera Hellbender. Cette fois-ci, c'est une vraie évolution du gameplay de la série. La tagline du jeu, « Tire pour tuer, réfléchis pour gagner », n'est pas usurpée, puisque les niveaux sont cette fois-ci bien plus labyrinthiques, avec la nécessité de tirer sur des interrupteurs afin d'ouvrir des passages. Il n'y a plus de transition entre intérieur et extérieur. 6 ans après les événements de Fury 3, la flotte Bayon est de retour pour transformer l'humanité en jambon. Le joueur reprend donc du service à bord du vaisseau expérimental Hellbender pour empêcher ce triste événement d'arriver et aussi empêcher l'auteur de cette rubrique de faire davantage de jeux de mots. A noter que cette fois-ci, le jeu proposait une bande-son en qualité CD, une nette amélioration par rapport au précédent épisode. Terminal Reality existe encore aujourd'hui, ayant notamment réalisé le récent jeu vidéo Ghostbusters. Quant à Microsoft, la société allait persister dans l'édition de jeux vidéo avec la création du label Microsoft Games, qui publierait l'année suivante le premier épisode de la série Age of Empires. Alors justement, Alex, avant de vous quitter, on va prendre quelques renseignements des news du staff. Est-ce que grâce à cette audience incroyable, notre ami, notre cher PDG, Sébastien Ruchet, va pouvoir finir de payer sa Porsche qui s'est achetée à Noël? Bizarrement, je sens qu'on va pas avoir de réponse, comme quoi No Life est une chaîne de télé comme les autres, elle censure. Bonne soirée. Elle est pas bonne celle-là. Elle est pas bonne, ouais, je sais. 会ったこともない子供たち